terrain n'est pas très positif pour l'hydroxychloroquine, mais c'est pas pour ça qu'il faut en conclure de façon définitive. Nous sommes avec Violaine Guérin, le docteur Violaine Guérin. Bonjour, vous êtes notamment membre du collectif Laissons les médecins prescrire. Vous êtes venu régulièrement avec nous défendre la liberté de prescrire de l'hydroxychloroquine. Est-ce que vous changez d'avis ? Alors, nous défendons la liberté de prescrire tout court, déjà, premier point. En règle générale et en particulier sur l'hydroxychloroquine. Et en particulier sur l'hydroxychloroquine, parce que je suis étonnée des commentaires de Mme Bachelot, puisque les médecins de terrain en première ligne qui ont traité les patients soit avec l'azithromycine seule, soit avec la combinaison azithromycine plus hydroxychloroquine, en phase précoce, ont bien vu l'efficacité de ce traitement quand il est prescrit dans le cadre des recommandations du professeur Raoult. Alors, le paradoxe avec cette étude dont M. Véran se saisit, s'il la considère fiable, à savoir que l'hydroxychloroquine est dangereuse en phase tardive de la maladie, on s'étonne qu'il ait restreint son usage avec les décrets successifs, précisément dans l'indication la plus dangereuse, à savoir des patients à un stade sous oxygénothérapie. Donc, je vous laisse apprécier et mesurer la portée de ce que je viens de dire. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des menaces supplémentaires sur la restriction de la liberté de prescription qui sont tout à fait illégitimes, qui s'appuient sur des données scientifiques, là en l'occurrence du Lancet, qui sont fausses, qui sont financées par des laboratoires de l'industrie pharmaceutique qui n'ont aucun intérêt à ce qu'un médicament... Vous êtes en train de me dire que c'est un complot, si je résume. C'est pas un complot, c'est qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. Non, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les médecins de terrain qui ont le soin de leurs patients et rien d'autre sont extrêmement étonnés de toutes, justement, ces guerres, ces choses tout à fait anormales. Nous, on a analysé l'étude du Lancet. Si vous prenez le groupe contrôle et les groupes des patients traités, vous vous apercevez que sur quasiment tous les paramètres, le groupe n'est pas comparable. Et de la même manière qu'on avait dit que le professeur Raoult n'avait pas de groupe de contrôle. Enfin, si vous voulez, on a l'impression un peu qu'on tourne en rond, en fait. C'est pas tout à fait exact parce que si vous prenez la dernière publication de l'équipe de l'IHU de M. Million et collaborateurs, où vous avez 1061 patients, vous avez des informations sur des contrôles. Vous avez eu des informations sur la première étude aussi avec un groupe contrôle. Étude que nous avons un peu critiquée parce qu'elle n'était pas en intention de traiter. On a refait les analyses justement statistiques en intention de traiter et très clairement, il y avait un intérêt sur cette étude, même s'il n'était pas aussi important que ce qui avait pu être dit, et on s'étonne que le gouvernement n'ait pas fait une étude justement dans cette indication, parce que c'était vraiment le rôle, je pense, du ministère de la Santé. Violaine Guérin, distribuons un peu la parole. Roselyne Bachelot. Alors, vous avez porté une accusation très grave qui mérite d'être étayée, c'est-à-dire que vous avez dit que les praticiens de The Lancet étaient payés par des laboratoires. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quels sont les laboratoires et quels étaient les intérêts à agir, puisque effectivement l'hydroxychloroquine massivement administrée, elle est d'ailleurs d'abord administrée au bénéfice d'un laboratoire français et international, Sanofi. Alors qui sont exactement les gens? Parce que quand on porte des accusations, il faut évidemment les étayer, sinon c'est très grave pour l'honorabilité des praticiens. Mais je ne mets pas en compte. Moi, je veux des preuves. Madame Bachelot, vous lisez l'article et vous verrez que les déclarations d'intérêt sont simplement écrites dans l'article, si ce n'est qu'on peut être étonné, parce qu'effectivement, nous, on essaye de comprendre, on peut être étonné, par exemple, que M. Mera, qui a listé un certain nombre d'intérêts, a oublié de lister, par exemple, une formation qu'il a eue par Gilead au mois d'avril. Donc ça, il a omis ça. Parce que là, on rentre dans des considérations de gens qu'on ne connaît pas. Moi, ma question, elle est peut-être plus directe et peut-être plus triviale. Est-ce qu'on doit interdire désormais la prescription concernant l'hydroxychloroquine à la lumière de ce qu'a dit The Lancet, docteur, dans les hôpitaux? Moi, je suis d'accord sur une chose, et je pense que tout le monde doit être d'accord là-dessus, c'est que les médecins ont fait des études pour faire des diagnostics, pour essayer de traiter, d'aider, de soigner les patients. Il faut leur laisser la liberté. S'ils ont fait 10, 12 ans d'études, c'est pour prescrire
Alors, ils ont tout à fait leur conscience et puis ils sont responsables de ce qu'ils prescrivent. Donner. Et ils peuvent prescrire pour vous la liberté de non, prescription, non, fait même quand on est en dehors de l'AMM. Non, mais Odile, je vous explique. L'autorisation de mise sur le marché. Oui, l'autorisation de mise sur le marché, il faut expliquer. Non, je ne suis pas en train de dire. On est en guerre. Non, c'est le président de la République qui l'a dit. Hein, non, mais est-ce que le président de la République n'a pas dit qu'on était en guerre? Oui, certes. Oui. Est-ce que quand on est en guerre, vous posez la question si un bâton est mieux qu'un canon parce qu'il y a eu une AMM? Mais je m'en fiche de l'AMM dans le cadre de la guerre. Maintenant que ça change, c'est une autre problématique. Mais au départ, quand personne ne savait, c'était ça le problème. Donc il faut revenir en arrière, poser le problème comme il était. Et donc on comprend très bien les positions de mes collègues et des autres médecins qui ne savent pas tâtonner. Et la science évolue. Donc il faut arrêter d'être rigide, il faut être flexible. C'est-à-dire que quelque chose aujourd'hui peut être transformé. Donnons la parole à Violaine Guérin. Madame Guérin, à vous. Je vous remercie de me la redonner parce que, effectivement, au début, peut-être qu'on a tâtonné, mais aujourd'hui, on ne tâtonne plus sur ce traitement en phase précoce. Il y a des études internationales qui ont confirmé l'intérêt de ce schéma thérapeutique. Nous l'avons également confirmé par un peu différent. Qui est en cours de publication pour le moment. Et nous avons en plus d'autres informations qui arrivent avec l'intérêt de l'hydroxychloroquine en chimioprophylaxie, donc qui montre bien l'intérêt de la diminution de la charge virale. Nous avons des études qui arrivent également avec le fait que les patients qui prennent cette molécule, qui ont des lupus et des polyarthrites rhumatoïdes, ont fait moins de Covid que les autres. Donc là, on n'est plus dans le flou, on est dans des certitudes. Et aujourd'hui, il y a juste une chose à faire, c'est comprendre tous ces blocages. Et je remercie mon collègue que je ne vois pas, mais de rappeler que les médecins qui ont effectivement fait tous en moyenne entre 10 ans et 12 ans d'études ont quand même un cerveau, réfléchissent, ont un lien avec leurs malades et que ce ne sont pas des prescriptions unilatérales, ce sont des choix et qui reposent en général non seulement sur de la clinique, parce que c'est ça qui est important également de souligner sur cette étude de Lancet. Oui. On imagine que, comme tout le monde, les médecins doivent parfois se tromper, mais de bonne foi aussi. Enfin, mais là, évidemment, tout est possible. J'aimerais qu'on aille sur la dimension, et vous l'avez dit, Roselyne Bachelot, dès le début, politique de tout ça. Ce que je voudrais dire, on gagnerait beaucoup dans ce débat à rester sur de la médecine. Et si les personnes qui prenaient la parole sur le sujet pouvaient, décliner leurs conflits d'intérêts éventuels, et 2, nous dire s'ils ont suivi des patients, est-ce qu'ils les ont auscultés, est-ce qu'ils ont suivi des patients en phase précoce ou en phase tardive, parce que la vision des médecins de terrain et de la clinique du début de la maladie est extrêmement différente de ce qui se passe quand on est au stade des complications. Et je pense que c'est extrêmement dommage que le monde politique, effectivement, se saisisse du sujet, parce que c'est un sujet médical et ce qui est important, c'est de sauver des vies. Et je peux vous dire que nous avons utilisé ce protocole de soins en ville et qu'on a clairement sauvé des vies, qu'on a clairement diminué la contagiosité des patients qui avaient une diminution de la charge virale immédiatement et qu'on a diminué les passages en réanimation. Donc je pense que ce serait vraiment formidable, les médias, si vous demandiez aux gens, vous parlez d'un sujet, est-ce que vous le connaissez, parce que ça changera complètement la face des choses. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole.